Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Sonia Backès qui conduisait la délégation loyaliste pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Sonia Backès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation au lendemain de la fin de ce round de négociations et le constat d'un échec au terme de la troisième visite de Manuel Valls. Il n'y a pas d'accord sur l'avenir institutionnel. Est-ce que c'était prévisible ou est-ce que vous avez pensé à un moment qu'un accord était possible? C'était pas la probabilité la plus importante qu'il y en ait un, mais il y avait un chemin. Il y avait un chemin. On avait vu pendant les bilatérales, pendant les plénières, qu'il y avait des points d'entrée sur lesquels on pouvait peut-être y arriver. Mais c'est vrai que le changement de pied total de Manuel Valls dès son arrivée a empêché tout accord de se faire. Alors c'est ce que l'on n'a peut-être pas compris quand on était de loin, puisque ces discussions se sont déroulées en plusieurs temps, d'abord en bilatéral, ensuite une plénière où on a senti qu'il y avait déjà des tensions, et puis ensuite ces 3 jours de conclave, comme on les a appelés, à Deva, donc il n'est pas sorti grand-chose. À quel moment vous êtes-vous aperçu que le projet du ministre n'était pas celui que vous attendiez? Ah, le premier jour, il nous l'a expliqué en bilatéral dès le mercredi de son arrivée. Il nous a déroulé son projet d'indépendance association, hein, c'est-à-dire il appelle ça la souveraineté avec la France, mais concrètement c'est le transfert de toutes les compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie, le statut international de pleine responsabilité, la double nationalité, enfin c'est la définition exacte de l'indépendance association. Ce qu'il faut bien comprendre quand même très rapidement, c'est que l'indépendance association, c'est avant tout l'indépendance, c'est-à-dire que si on prend une compétence par exemple comme la justice, si elle était transférée à la Nouvelle-Calédonie et redéléguée à la France, la Nouvelle-Calédonie pourrait très bien décider de la récupérer quand elle veut. Donc demain, la justice française ne conviendrait pas à certains, ils pourraient décider d'en faire une justice locale, ce qui est évidemment totalement inacceptable, et le pays serait souverain, c'est-à-dire ce ne serait plus une terre de France. Donc il nous l'a présenté tout de suite. Quand on a dit, mais enfin, c'est contraire au référendum et ça serait plus une terre de France, il nous a dit, ah oui, c'est d'ailleurs Éric Thiers qui l'a dit, ah oui, effectivement, ça a l'air d'être quelque chose d'important pour vous d'avoir que cette terre reste française. Oui, c'est important pour nous que cette terre reste française. Mais on l'a compris tout de suite. Mais il nous a parlé de documents parce qu'il était parti en disant qu'il poserait sur la table une proposition de l'État. Finalement, il n'y a rien eu d'écrit, il n'y a pas eu de vrai projet constitué. Non, c'est d'ailleurs ce qui nous a laissé croire qu'il pouvait y avoir une évolution, puisqu'il nous a dit le mercredi, quand il nous a reçus en bilatéral, il nous a dit qu'il nous écoutait, donc on a fait des remarques assez lourdes, mais enfin on a fait des remarques, et en nous disant, je vous remettrai un document le vendredi matin. Le vendredi matin, finalement, pas de document. Il nous a simplement, encore une fois, en donnant la parole à Éric Thiers, représenter le projet d'indépendance association, là devant tous les membres des délégations, donc les représentants des différents mouvements et leurs collaborateurs. Et en ce qui concerne le FLNKS, ces collaborateurs sont parfois issus des mouvements les plus durs du FLN. Même dans la délégation, d'ailleurs, Même dans la conduite par Emmanuel délégation Tuba, d'ailleurs. où Mais on en connaît certains voilà. qui sont quand même relativement engagés, qui pourraient être qualifiés de radicaux. Euh, Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé qu'il fallait mettre un terme à ces discussions, puisque vous saviez dès le début où le ministre des Outre-mer voulait vous amener? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est pas la peine d'y aller? Est-ce que vous avez hésité à aller à Deva ou à claquer la porte une fois que vous étiez sur place? Non, parce que je pense que le fait de nous faire partir, c'était l'un des objectifs du ministre dans la stratégie, parce qu'en en fait, il aurait aimé pouvoir faire signer un accord avec toutes les autres délégations, avec nous qui aurions quitté la table en nous traitant de radicaux. Donc on avait décidé, loyalistes et rassemblement, de ne pas quitter la table, quelles que soient les provocations qui étaient lancées contre nous, parce que il n'y avait rien de pire que, à la fin, un accord signé avec une partie des délégations. Il l'a écrit dans son document, la plupart des délégations, c'est-à-dire qu'en fait, il compte une délégation comme étant, quel que soit le poids électoral qu'elle représente, de la même manière, il compte de la même manière finalement la délégation de l'éveil océanien et celle des loyalistes. Bon, ça n'a pas de sens en termes électoraux, mais du coup, ça lui permet d'écrire qu'il y a plus de délégations qui sont pour son projet que des délégations qui sont contre. Et donc le risque, c'était que nous quittions la table et qu'ils disent, bah, finalement, on a un accord avec ceux qui restent. Et donc, on n'a absolument pas envisagé de quitter la table. En plus, on a quand même sans naïveté jamais, mais quand même avec conviction,
on s'est dit, il faut qu'on essaye. Jusqu'au bout, il faut qu'on essaye. Je veux dire, la Nouvelle-Calédonie a intérêt à trouver cet accord. On ne peut pas abandonner au milieu parce qu'on a un ministre qui fait quelque chose d'absolument inacceptable. Mais vous parlez des autres délégations qui auraient pu éventuellement être d'accord avec ce projet du ministre des Outre-mer. C'est qui les indépendantistes, d'abord, comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'ils ont été surpris d'avoir un projet qui finalement pouvait leur convenir et est-ce que ça leur convient? Alors, je pense qu'ils ont été surpris, comme nous, mais eux plutôt dans le bon sens. Ils ont clairement exprimé leur soutien au projet le mardi soir du conclave. D'ailleurs, ça a été confirmé par le communiqué du FLNKS aujourd'hui. L'UNI, il n'y avait pas d'ambiguïté puisque c'est exactement le projet de l'UNI qui est porté par le ministre. Le FLNKS dit on accepte le projet, on considère qu'il faut aller un petit peu plus loin puisqu'en gros, ils ne veulent pas d'interdépendance qu'avec la France, mais avec d'autres pays. Donc ils considèrent qu'ils peuvent encore gratter un peu plus, mais globalement, ça leur convient puisque c'est une forme d'indépendance. Et puis après, on avait les deux autres délégations, l'Éveil océanien et Calédonie Ensemble, qui sont, eux, des partisans de l'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas partisans d'un projet ou d'un autre projet, ils ne sont pas partisans que ce soit dans la France, hors la France. S'il y a un accord, on est d'accord. Ils estiment qu'un accord est indispensable et qu'il faut signer. Ils l'ont exprimé tel quel, c'est-à-dire que finalement, ils ont un peu, sans jugement, mais ils ont un peu compté les points en disant, en gros, s'il y a un accord sur ça, nous, on sera d'accord aussi, quoi. Et alors, votre projet, parce que le ministre des Outre-mer a dressé le bilan de ces discussions hier, il a parlé de 2 projets qui avaient été discutés. Votre projet, il a aussi été débattu ou pas du tout? En fait, il y a eu 2 jours de discussion sur le projet du ministre, donc le lundi et le mardi, et 2 heures sur le nôtre. Il l'a caricaturé dès le départ. Il met en cause un projet qui met en cause l'unité et l'indivisibilité de la Nouvelle-Calédonie, un projet de partition de fait. Oui, voilà, donc il l'a caricaturé dès le départ. De toute façon, il s'est positionné clairement dans un parti pris pro-indépendantiste, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu d'ambiguïté. Alors là, au moins, ce n'était pas le cas sur les premières de ses visites. Là, il n'y a eu strictement aucune ambiguïté. Il a pris le parti des indépendantistes. Ça a été d'ailleurs le meilleur avocat des indépendantistes. Alors, il se contredit souvent, malheureusement. Il a dit une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il a dit, là, dans sa conférence de presse, que ce projet n'était pas possible parce que c'était contraire à l'accord de Nouméa. Et il a dit, pendant les discussions, tout ce qui est dans l'accord de Nouméa peut être repris par un nouvel accord, enfin, modifié par un nouvel accord. Donc, bon, il se contredit. Ensuite, c'est un mensonge de dire que c'est une partition de fait. Une partition, c'est 2 États différents, avec des corps électoraux différents, avec une citoyenneté différente. C'est pas ce qu'on propose. C'est pas ce qu'on propose. On propose un système fédéral qui permet à chacune des provinces d'avoir plus de compétences pour mettre en place le modèle de société auquel ils croient. Donc voilà. Vous allez continuer à le travailler, ce projet, ou vous l'abandonnez complètement en pensant qu'il n'a plus aucune chance? Alors nous, on a fait un très gros travail, on a remis plusieurs notes au ministre sur le sujet, on est rentré dans des détails très techniques sur la fiscalité, sur ce qu'on pourrait faire en termes de compétences pour les provinces. On a été très loin, on a pensé un temps que ça avait l'air de fonctionner, puisque dans le document précédent, il avait repris notre proposition en ce qui concerne la fiscalité. Là, il a pas balayé un certain nombre de choses, puisqu'en fait, je pense qu'il s'est dit que si, en parallèle de son indépendance association, il donnait un peu sur les provinces, on allait finir par accepter, en rajoutant un peu de menaces de chaos en arrivant. Finalement, les loyalistes, étant quand même très demandeurs d'un accord, les loyalistes et le Rassemblement allaient finalement accepter son projet. Mais ça n'empêche que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Parce que, et c'est assez flagrant, parce que je crois que c'est Roch Wamitan qui a dit dans Sud-Ouest cette nuit que désormais, il ne pourrait pas aller en deçà du projet de Manuel Valls. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là où il y avait un chemin... Parce que les indépendantistes, en réalité... on le sait, moi ça fait plus de 6 mois que je dis qu'ils ne veulent pas d'accord, qu'ils ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accord. Mais malgré tout, il y avait quand même une conscience du fait que la situation dans laquelle on est sans accord n'est pas forcément à leur bénéfice, puisque en fait, ok, on reste dans la situation imparfaite de l'accord de Nouméa, mais ils n'ont pas de droit à l'autodétermination, et on reste français. Donc,
finalement, ils ne sont pas forcément en situation favorable. Donc, ils auraient pu aller sur le chemin de la recherche d'un accord. Sauf que dès l'instant où le ministre a posé le fait que son projet, c'était finalement le projet des indépendantistes, ils ne pouvaient pas faire marche arrière. Ce n'était pas à eux de faire marche arrière. L'arbitre a choisi leur camp. Ils n'allaient pas nous donner des points. Le ministre parle également, et ça, c'est un peu surpris tout le monde, semble-t-il, d'un certain nombre de points de convergence. Alors, on peut penser qu'il veut sauver un petit peu ces négociations et dire on a bien bossé et on a avancé sur certains points, mais c'est quoi ces points de convergence et quel est leur avenir? Parce qu'il rajoute que les points de convergence ne peuvent être actés que dans le cadre d'un accord global. Mais il y a vraiment des points sur lesquels les différentes délégations se sont retrouvées? Alors, il y en a qu'on a découvert dans sa liste qui n'ont jamais été des points de convergence ou qui n'ont jamais été abordés, tout simplement, qui en sont peut-être, mais qui n'ont jamais été abordés. Il y en a qui en sont vraiment. C'est le cas, par exemple, de la question de la représentation du Congrès. Sur la représentation du Congrès, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne peut pas rester comme c'est aujourd'hui, avec une surreprésentation complètement disproportionnée des provinces Nord et Île au Congrès. C'est le cas de la réorganisation législative ou législative organique qu'ils ont appelé le package de lois fondamentales, avec une partie qui est dans la Constitution, une partie qui est dans la loi organique nationale, une partie qui est dans la loi organique, dans une loi organique locale. Donc ça fait partie des choses qui auraient pu faire consensus. Puis après, il y a des choses qu'on a complètement découvertes. Il a noté, je crois, dans la conférence de presse qu'il a faite, qu'on était tous d'accord pour maintenir la collégialité du gouvernement. Oui. Au contraire, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas la maintenir. Bon, voilà, il y a des choses qui sont un peu surprenantes, sur lesquelles il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de convergence. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'on avait l'impression au début que Manuel Valls, sa nomination aurait été plutôt bien accueillie. Les 2 premiers voyages se sont pas mal passés. On avait parlé d'avancée. Il y avait eu quelques tensions lors de sa première visite, on s'en souvient, mais on a l'impression que cette fois-ci, il a vraiment changé de cap complètement. Comment vous l'expliquez? Ça vient d'où? C'est sa conviction profonde? C'est d'autres intérêts qui le guident dans cette prise de position? Alors, je ne suis pas dans sa tête, grand bien m'en fasse, mais notre analyse est la suivante, c'est-à-dire que nous, on n'était pas inquiets. Enfin, quand il a été nommé, on s'est dit, bon, il est issu de la gauche, donc on n'est jamais très, très rassuré, mais il s'était quand même exprimé sur la Nouvelle-Calédonie, il avait exprimé sa préférence pour que la Calédonie reste française, il s'était exprimé sur les indépendantistes catalans, les qualifiant des mots les plus durs qui existent, donc on n'était pas fondamentalement inquiet, vigilant mais pas inquiet. Les premiers rendez-vous étaient un peu inquiétants. Il commençait à mettre des ambiguïtés sur la table. Il a commencé à parler de souveraineté avec la France à ce moment-là, sans la détailler comme il l'a fait cette fois-ci. On avait des sujets de vigilance, mais la méthode était bonne. C'est-à-dire qu'en fait, il prenait le temps, il écoutait beaucoup, il prenait en compte ce qui s'était passé, les 3 référendums qu'il considérait comme existants, même s'il mettait un bémol sur le 3e. C'était intéressant. Et puis là, effectivement, on a été très surpris. Et alors, l'analyse, c'est quoi? Je pense qu'il a vu que les indépendantistes, donc à la fin de la 2e séquence, les indépendantistes n'étaient toujours pas en négociation. Ils n'avaient toujours pas de mandat de négociation. Ils ont indiqué que pour la 3e visite de Manuel Valls, il déciderait le jeudi 1er mai, donc le lendemain des premières bilatérales, s'il rentrait dans un mandat de négociation ou pas. Manuel Valls voulait absolument obtenir ce mandat de négociation, voulait absolument être celui qui avait permis aux uns et aux autres de négocier. Et donc, je pense qu'il a voulu faire un coup, entre guillemets, considérant que nous, on serait autour de la table et qu'il fallait absolument qu'il ramène les indépendantistes autour de la table. Et donc, il s'est dit, en leur donnant l'indépendance association, derrière, la négociation est possible. Et ça a été exactement l'inverse. Ensuite, est-ce que c'est sa conviction profonde ? Je n'en étais pas convaincue au départ. Après ces 4 jours, j'en suis de plus en plus convaincue. C'est-à-dire que je pense c'est quelqu'un je considère qu'il y a 2 positionnements en ce moment en Nouvelle-Calédonie, mais comme ça existe dans tous les conflits, il y a ceux qui résistent et ceux qui acceptent la défaite, entre guillemets, ou qui acceptent ce que lui appelle le sens de l'histoire. La situation aujourd'hui, elle nous est pas très favorable, c'est pas simple. Le Parlement français est très instable, l'État a des positions différentes, la situation économique est pas bonne, on est très dépendant de l'État.
le corps électoral n'est pas dégelé, on pourrait considérer que la situation ne nous est pas favorable. Notre réaction à ça, c'est de dire on va résister. On va résister, on est français, il n'y a pas de processus pour aller à l'indépendance, on se bat pour reconstruire, on va résister. Et puis à un moment donné, les vents seront meilleurs, la situation sera meilleure parce qu'à l'échelle mondiale, la situation sera différente, à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Et donc on résiste. Et lui, comme d'autres d'ailleurs, il cède, il dit ok, j'ai pas envie d'être celui qui soit n'a pas d'accord, soit maintient des tensions, en fait. Donc, je préfère céder à ceux qui sont les plus violents. Et d'ailleurs, il le dit, je crois que c'est une de vos questions, lors de la conférence de presse, quand vous lui demandez pourquoi un corps électoral gelé, il répond parce qu'il y a eu le 13 mai. Il a été traumatisé, si on peut dire, par ces émeutes. Il a vraiment peur que ça se reproduise. C'est aussi l'une de ses motivations, à votre avis? Il le verbalise jamais comme ça, mais par contre, à chaque fois qu'on lui dit mais comment vous pouvez remettre en cause les 3 référendums? Comment vous pouvez accepter un corps électoral gelé? Comment? Il répond le 13 mai. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, la violence pour lui, et ça, je pense que, pour répondre à votre question de savoir si c'est sa conviction profonde ou si c'est que une tentative de coup politique raté en l'occurrence, mais je pense qu'il y a dans son ADN profond ce respect, entre guillemets, en tout cas cette considération de ceux qui sont les plus violents. Et ça a été pour nous, pendant toutes ces journées, terrible. Parce que dès l'instant où on considère que la démocratie peut être remise en cause, ou même l'unité nationale, parce qu'en l'occurrence, il est quand même arrivé avec un projet qui remet en cause l'unité nationale. Alors, normalement, il n'a pas le droit de le faire en tant que ministre des Outre-mer, ça relève de la compétence du président de la République, mais enfin, ils s'arrangeront sur ça à Paris. Mais enfin, il est arrivé en disant, parce qu'il y a eu la violence, je propose de perdre un bout du territoire français, et je propose de remettre en cause la décision souveraine des Calédoniens. C'est fou. C'est fou et c'est un peu, pour nous, ça a été très très violent, les valeurs qu'on défend. Ça a été le fait que ce soit l'État qui fasse ça, et il est quand même numéro 3 du gouvernement, il est ministre d'État, il a été Premier ministre. C'est un peu le sol qui se dérobait sous nos pieds. Donc évidemment, on était parti pour se battre. Cette union a vraiment été très très solide. On a fait bloc, on a décidé dès le départ que personne ne signerait rien sans que tout le monde soit d'accord. Bon, il se trouve que la question ne s'est pas posée puisqu'on était tous d'accord sur les positions qu'on a prises. Mais cette union, elle a été très solide pour éviter les risques qu'il y avait. L'union des loyalistes et du rassemblement. Tout à fait, oui, bien sûr. Des deux délégations. Des deux délégations. L'ambiance était comment? On vous imagine enfermer pendant 3 jours toutes les délégations dont vous avez parlé, plus les représentants de l'État. Il y a eu des coups de gueule, il y a eu des moments de détente, c'était comment? Oui, il y a eu de tout. Il y a eu des moments. Après, on se connaît les uns et les autres par cœur. Ça fait des années et des années qu'on travaille ensemble. Donc, il y a eu des moments constructifs de recherche de solutions. Il y a eu des moments très, très durs, des moments de tension très forte. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Ça fait partie de l'ambiance des négos. Vous parliez de l'évolution éventuellement du contexte national. Alors on sait qu'il y a toujours un risque de chute du gouvernement, de dissolution de l'Assemblée nationale. Quel est votre sentiment sur le soutien dont bénéficie Manuel Valls aujourd'hui en métropole au niveau national? Est-ce qu'il agit tout seul? Est-ce qu'il parle au nom de l'État? Est-ce qu'il parle au nom d'un parti, mais on ne sait plus trop à quel parti il appartient? Est-ce qu'il est fragilisé lui aussi sur ce dossier en métropole? Je n'ai pas la prétention d'abord de m'exprimer au nom des uns et des autres en métropole. Mon sentiment, c'est que il a quand même fait une partie de bluff. C'est-à-dire qu'il est arrivé ici, le premier jour, il nous a dit « ce projet est validé par les plus hautes autorités de l'État ». Bon, quand on dit ça, quand on est numéro 3 du gouvernement, c'est qu'on a fait valider à minima par le Premier ministre, sans doute par le Président de la République et les présidents d'Assemblée. Enfin, on imagine que... Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas le cas. Je pense, et je ne vois pas comment ça peut être autrement, qu'il a clairement l'aval du Premier ministre, puisqu'il était accompagné de son conseiller Éric Thiers, qui a porté cette proposition du début jusqu'à la fin
des discussions. Donc je pense qu'il a eu le soutien du Premier ministre. Je pense pouvoir dire, sans m'enflammer trop, qu'il y a quand même des ministres qui sont franchement opposés à ce qu'il a fait. Bon, Bruno Retailleau l'a exprimé clairement dans les médias nationaux en disant qu'il serait opposé à tout projet qui remettrait en cause la présence, le fait que cette terre soit une terre française. Et je pense qu'il y en a d'autres qui n'adhèrent pas à ça également. Donc ça, ils le verront en Conseil des ministres. Mais je pense qu'il a joué un coup de bluff en se disant je joue le tout pour le tout, puisque de toute façon, si c'est pas cette fois, ce sera jamais. Et si j'arrive pas à mettre les indépendantistes en situation de négo, j'y arriverai pas. Donc je joue le tout pour le tout. Et si à la fin j'arrive à tordre le bras des non-indépendantistes, finalement je reviendrai à Paris avec un accord, quitte à ce que ce soit l'indépendance association. Et là, personne ne pourra rien me dire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis tous les Calédoniens d'accord, compte tenu de la complexité que c'est, finalement, tout le monde aura qu'à suivre, quoi. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que le bloc non indépendantiste soit aussi solide. Alors, il a fait aussi peut-être du bluff, en tout cas, il a mis la pression avec sa fameuse formule, un accord ou le chaos, un accord ou la guerre civile. Alors, maintenant, les conséquences, c'est quoi? Il n'y a pas d'accord, il y a eu un échec des discussions. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être le chaos déjà? Est-ce que sur un plan économique, ça va être quand même plus compliqué? Comment est-ce que vous voyez les choses maintenant? Alors, évidemment, je pense que s'il y avait eu un accord, on aurait eu un redémarrage économique immédiat, des gens qui réinvestissent, et c'était souhaitable pour tout le monde, très clairement. Personne ne peut dire il vaut mieux pas d'accord qu'un accord. Le problème, c'est que là, l'accord tel qu'il était présenté, c'était le chaos. Concrètement, imaginez transférer les compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie, imaginez mettre en place une double nationalité, imaginez que on ait un statut international de pleine responsabilité. Ça veut dire qu'on est un pays, hein, on est un État, on est souverain. C'était le chaos, clairement. C'était le chaos. C'était sans doute derrière un état de droit remis en cause de manière systématique, puisque la violence l'aurait emporté. Enfin, c'était une catastrophe. Donc finalement, le non-accord, qui n'est pas la panacée, est quand même mieux que ce qu'ils nous proposaient, et bien mieux que ce qu'ils nous proposaient. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? La réalité, c'est que si on regarde la situation ainsi créée, c'est une formule à la mode, quelle est la situation ainsi créée? En fait, on est encore dans l'accord de Nouméa, aussi imparfait soit-il, hein, puisque il y a des choses qui ne vont pas, la répartition du Congrès, le gouvernement collégial qui est quand même arrivé au bout de sa vie, etc. Mais les non-indépendantistes sont à la tête du gouvernement de la province sud. Il n'y a aucun processus possible pour les indépendantistes pour accéder à l'indépendance, puisqu'il n'y a plus de référendum possible. Pour ça, il faut modifier la Constitution. Et on est purement et simplement dans la République française. Écoutez, vous savez donc, quoi, à la limite, le statu quo, c'est pas mal. Alors, Mais il ne peut pas durer éternellement. Non. Et puis, il ne durera pas éternellement. La question qui se pose maintenant, et qui se pose depuis un moment maintenant, c'est la question du corps électoral. Le Conseil d'État a considéré qu'il ne pouvait pas rester comme il était, parce qu'il est largement dérogatoire des principes universels du suffrage universel. Donc il faudra le modifier. Si, au final, le gouvernement décidait d'aller aux élections avec un corps électoral gelé, je ne le souhaite pas. C'est ce qu'il a annoncé hier. C'est ce qu'il a annoncé. Il a annoncé qu'il le demanderait au gouvernement, mais il faut l'accord du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur pour cela. Ça peut peut-être arriver, hein, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'il demande lui. Évidemment, on le conteste en amont et on essaye que ça n'ait pas lieu, parce qu'en plus, il y a des solutions. Le Conseil d'État avait ouvert une porte en disant que par loi organique, on pouvait ajuster ce corps électoral pour éviter ce qui étaient les principes qui étaient les plus dérogatoires. Donc il y a peut-être des choses à faire. Nicolas Metzdorf va y travailler en tant que député. Mais si ça devait arriver, on ira aux élections et on ira gagner ces élections provinciales. Et en plus, derrière, on va contester le corps électoral gelé, donc le décret de convocation des électeurs. De ce qu'on comprend, de ce que nous disent les instances juridiques compétentes, c'est qu'on a de très grandes chances de perdre notre recours au Conseil d'État, parce que le Conseil d'État jugera
sur l'état de la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, mais nous irons dans les instances supérieures, entre guillemets, Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme, dans lesquelles nous avons de plus grandes chances de gagner compte tenu du caractère dérogatoire qu'avait cette disposition. Et donc, ce sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, mais à la fin, le droit est pour nous. Donc, au final, et de la même manière, sur la question de la répartition des sièges au Congrès, on travaille sur une question prioritaire de constitutionnalité pour le remettre en cause d'un point de vue juridique. Donc, au final, on est français, il n'y a pas de processus pour l'indépendance, on va tout faire pour que le corps électoral soit dégelé, et donc la vie continue, mais la vie continue. On fait tout ce qu'il faut pour reconstruire ce territoire. La province sud œuvre pour que les choses redémarrent. On a un très grand succès de ce qu'on a lancé pour les patentés et les très petites entreprises. On a en 5 jours, on a 3400 entreprises qui se sont inscrites sur le site, qui donc bénéficient des aides de la province, qui investissent dans d'autres entreprises. Déjà 50 millions de factures produites qui sont réglées par la province, donc ça fonctionne bien. Et je pense que tout le monde a envie de reconstruire. Donc maintenant, le truc, c'est de tenir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un accord un jour, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas. Il y aura un accord un jour, c'est indispensable. Ce pays ne peut pas rester dans cette situation-là ad vitam aeternam. Mais on peut et on doit reconstruire en attendant. Il y aura des élections avant la fin de l'année aussi, ça paraît maintenant incontournable. Quel que soit le corps électoral. Mais ce qui est incontournable en ce moment, je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire ces élections. Vous savez, notre mandat, il est prévu pour 5 ans. Ça fait 6 ans que ce mandat se poursuit. Il faut aller aux élections. S'il devait y avoir une modification du corps électoral d'une manière ou d'une autre, elle ne pourrait pas se faire avant la fin de l'année, les élections. Elles devraient être reportées au début de l'année prochaine. Mais s'il n'y a pas de modification du corps électoral, elles auront lieu avant la fin de l'année. Alors, il y avait une grande attente, vous le savez, d'un accord. Tout le monde, évidemment, le souhaitait. Est-ce que vous avez déjà des réactions? Quelles vont être les réactions, selon vous, de ce qu'on appelle la société civile? On sait que le monde économique disait qu'un accord était indispensable pour la relance et la reprise. Vos militants, qui peut-être souhaitaient aussi qu'il y ait quelque chose et qu'on sorte de cette incertitude, vous avez des réactions d'ores et déjà de la population? Est-ce que les gens sont déçus? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils sont soulagés? On a eu beaucoup de réactions de soulagement dans un premier temps. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont eu très peur. Le projet de Manuel Valls a surpris tout le monde, plus que surpris, a réellement inquiété tout le monde. Donc une première réaction de soulagement, qui est une réaction à chaud. Je pense qu'il y a une double réaction de soulagement, que ce ne soit pas ce projet-là, mais également de c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses, puisque ça dépend de la décision du gouvernement sur les élections. Mais encore une fois, je pense qu'il faut regarder la situation avec un peu de recul et regarder la photographie de là où on est, quoi. Et la photographie de là où on est, finalement, c'est pas le chaos, quoi. C'est pas le chaos que Manuel Valls annonce. On a l'impression que ça se termine quand même un petit peu brutalement en cul-de-sac. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous maintenant avec l'État? Manuel Valls est parti hier après-midi, mais presque très rapidement, on a l'impression. Il n'y a pas d'autres rendez-vous prévus, il n'y a pas d'autres discussions, il n'y a pas de retour à la table des discussions, quoi. Non, rien n'a été prévu. Il a acté le désaccord mercredi soir à 22h30. Donc nous, on ne l'a pas revu après. Je pense que la prochaine étape, c'est ce qui va se passer au gouvernement de la République. C'est-à-dire que là, concrètement, Manuel Valls va sans doute faire un retour à Paris de ce qui s'est passé ici, proposer d'aller aux élections. Et maintenant, ça appartient à Paris de savoir ce qui va se passer. Il a parlé dans sa conférence de presse d'un comité de suivi. On ne sait pas de quoi il s'agit et comment il est constitué et quand est-ce qu'il doit se réunir. Mais pour l'instant, je pense que maintenant la suite est au moins sur les prochains jours et les prochaines semaines parisiennes. Et ici, l'essentiel, c'est la reconstruction, commencer un an après les émeutes, essayer de remettre le territoire sur pied. Là, notre rôle, c'est le concret maintenant. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils aient du boulot, il faut qu'ils soient soignés, et c'est ce dont on s'occupe. On s'en occupait déjà avant, mais ça va être notre priorité des prochaines semaines. Nicolas Metzdorf part à Paris la semaine prochaine pour aller, lui, faire ce travail-là. Évidemment, on le fera aussi d'ici, mais
Mais globalement, il faut quand même que la reconstruction démarre. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Merci. Sarah Baquez, d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence au lendemain des discussions. Pas trop fatigué? C'était long et intense quand même, non? On commence à avoir l'habitude. Un magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir juste après votre édition de 17h45. Et il sera disponible dans un instant en audio et en vidéo sur votre site internet. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.